De la bonne utilisation des sondages, c'est le dernier en date. En effet, il y a quelques éléments qu'il faut connaître lorsqu'on lit un sondage. D'abord, c'est une consultation à un moment donné et la marge d'erreur est de 2%. Autrement dit, le sondeur peut augmenter ou baisser sur 2% le résultat d'un candidat pour, par exemple, faire un effet dynamique parce que l'institut de sondage est très proche du pouvoir. Il me semble que c'est ce que nous avons vécu depuis 15 jours avec les sondages LCI, Fiducial, Le Figaro. Pour quelle raison? Parce qu'ils nous ont dit pendant 15 jours que Valérie Hayé connaissait une embellie. Dernièrement, c'était un ballon d'oxygène. Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'elle baisse après 2 exercices du gouvernement, c'est-à-dire Choose France et les Jeux Olympiques. Or, nous le voyons avec ce dernier sondage fiducial LCI, ils sont obligés de dégonfler le ballon d'oxygène parce que la Sofres met Valérie Hayé à 15%. Alors, pourquoi est-ce important pour un candidat d'avoir un effet dynamique? C'est pour convertir les crétins. Oui, vous savez, ce sont les gens qui veulent être toujours dans le camp des vainqueurs. Vous les connaissez, souvenez-vous, après l'élection d'Emmanuel Macron, c'était ceux qui avaient le petit sourire narquois, celui du vainqueur. Ah oui, pour le coup, c'était de belles têtes de vainqueurs. Et avec Macron, ils ont fait perdre la France. Vous serez d'accord avec moi, ces électeurs sont lamentables. Ils ne votent pas par conviction, ils votent par conformisme. Ils ne votent pas pour sauver leur pays, mais ils votent pour apparaître le lendemain d'une élection avec le sourire narquois du vainqueur devant les collègues. Vous comprenez mieux dans ces conditions la panique de l'Élysée, qui essaie, pour stopper l'hémorragie Valérie Hayé, de créer un effet dynamique pour les retenir, pour enrayer la chute. Mais manifestement, c'est raté. Ces électeurs vont se tourner vers Glu-Glu ou le Rassemblement national qui sont en tête et vont donc accélérer la chute de Valérie Hayé. Et pourtant, l'Élysée avait utilisé 2 événements publicitaires pour essayer de sauver la campagne. Choose France et les Jeux Olympiques. Mais les 2 événements n'ont pas apporté les voix escomptées. Voilà, rien ne se passe comme prévu pour Emmanuel Macron. Il essaie donc de détourner l'attention. Il utilise les vieilles ficelles des sondages, mais cela ne prend pas. Quant à Choose France, c'est un véritable fiasco. Et pourtant, les macronistes avaient travaillé d'arrache-pied. Ils avaient comme objectif justement de relancer Valérie Hayé, de la faire repartir sur le bon pied. Mais vous le savez, Valérie Hayé, ce n'est vraiment pas une grande pointure. Le résultat, eh bien, c'est que de sondage en sondage, les électeurs se détournent d'Emmanuel Macron. Et la raison principale, c'est que la réalité, le principe de réalité est en train de rattraper Emmanuel Macron. Nouvelle-Calédonie, fourgon attaqué, Emmanuel Macron de nouveau rattrapé par les crises sécuritaires. Le chef de l'État comptait célébrer cette semaine des succès économiques de la France en termes d'attractivité et d'énergie, de pur mensonge, vous le savez. Son agenda est une nouvelle fois percuté sur son flanc faible, l'autorité de l'État. Faillite de l'autorité, triomphe de l'impunité, l'État doit reprendre le contrôle. Des vœux pieux avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas un jour, et je vous l'avais annoncé hier, sans qu'il y ait un drame. Un homme a été exécuté par balle en pleine rue dans le 20e arrondissement de Paris ce mercredi après-midi. Le tireur a pris la fuite à bord d'un scooter. Un homme exécuté par balle en plein Paris en pleine journée. Les Français ne sont plus en sécurité nulle part. Macron, Darmanin, dehors. Oui, c'est tous les jours comme ça et tous les jours nous voyons les ministres aller sur les plateaux de télévision en nous expliquant qu'ils vont être implacable, la bonne blague. Quant à la presse aux ordres, elle essaie de cacher un maximum de faits divers à la population française. Un homme tente de brûler une église historique à Briançon. Son identité n'est pas révélée par la presse malgré son arrestation. Mais comment la presse pourrait-elle les cacher alors qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus graves, comme l'attaque du fourgon pénitentiaire. Dans cette vidéo, le consultant de BFM, je vous avais présenté cette vignette hier, émet l'hypothèse que les armes utilisées proviennent d'un détournement d'armes ukrainiennes qui circulent en banlieue. Qui vend ces armes? Paraît-il que ce seraient les Roumains aux mafias
des cités. Oui, avec Emmanuel Macron, nous sommes de plus en plus comme des pays narcotrafiquants d'Amérique du Sud. Et pourquoi est-ce que ce qui s'est passé hier est très clairement une bascule qui n'a rien d'inattendu, puisqu'elle est c'est la suite logique de la trajectoire de sud-américanisation que suit notre pays. Pourquoi est-ce que c'est une bascule? Parce que pour la première fois, Laurence Ferrari, pour la toute première fois, les moyens utilisés par les narcotrafiquants qu'on appelle de haut de spectre, c'est-à-dire les mafias, les moyens d'utilisation d'armes de guerre, massacres de rivaux, ont été utilisés non pas contre des clans rivaux, mais contre la force publique, en l'occurrence ces surveillants de l'administration pénitentiaire. C'est la première fois. Et c'est pour cette raison, donc, que les Français demandent la sécurité et qu'ils se tournent vers le Rassemblement national. Encore une augmentation de 0,5%, le Rassemblement national est crédité de 32,5%. Dans ces conditions, le Rassemblement national rafle la mise, il bénéficie de l'effet dynamique, il bénéficie du vote utile et ils engrangent les voix de ceux qui veulent apparaître dans le camp des vainqueurs le lundi matin après une élection. Les perdants, eh bien, c'est Reconquête, qui ne bénéficient pas évidemment du vote utile. Ils sont dans la zone rouge parce que s'ils sont en dessous de 5%, ils n'auront pas d'élus. Et c'est le même cas de figure pour les écologistes. Ils sont en baisse, 5,5%. Il y a un vase communicant manifestement avec Glu-Glu qui a un effet dynamique. On le déplore, mais c'est ainsi, il ne faut pas se voiler la face. Vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question, que pensez-vous du clip de campagne du Rassemblement national? On le regarde. Les extrêmes droites, elles se nourrissent de la colère, de la peur, du rejet de l'autre, assez classiquement. Une seule idée nous guide, la France. Il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». La France est une musique qui a cette faculté d'être unique et d'être appréciée de tous les hommes sur Terre. Même s'il y a des gens qui disent « Ouais, quand elle va être élue, vous allez voir ce qu'il va nous faire ». Mais ni un toi, merci. Lorsque la France joue juste, elle redevient elle-même. Avec nous, la France revient et l'Europe revit. Vive la République et vive la France! C'est évidemment un très beau clip de campagne. Ah, il est rassembleur. Macron divise, le Rassemblement national rassemble, quelles que soient les origines des Français. Il est épique, il fait vibrer la corde patriotique. Alors évidemment, on aime. Et honnêtement, si le Rassemblement national pouvait redresser la France, ça serait vraiment formidable. Mais est-ce que pour autant nous y croyons ? Comme le dit Jean-Frédéric Poisson, il n'y a pas d'autre solution que de quitter l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui a les clés de notre avenir, puisqu'ils ont tous les pouvoirs. Des partis politiques disent le contraire. Je ne sais pas s'ils mentent, mais ce qui est certain, c'est qu'ils devront affronter la Commission européenne. Est-ce qu'ils en auront la force et la volonté ? Eux élus, il y aura le 10 juin aucun changement au Parlement qui modifierait la politique européenne. Et on sait que l'Union européenne n'apprécie pas les opposants à sa politique. Voyez ce qui est arrivé au Premier ministre slovaque, Robert Fico. En effet, un homme a tiré sur le Premier ministre slovaque Robert Fico 4 fois de suite. Mais à qui pourrait profiter cet attentat ? Revenons sur quelques déclarations de Robert Fico. En tant que Premier ministre de la Slovaquie, je peux vous dire que nous allons nous intéresser à ces hommes politiques et à leurs achats insignifiants de dispositifs médicaux et de vaccins. La Slovaquie rejette le traité de l'OMS sur les pandémies. Ah, il s'opposait également à l'Union européenne. Et sur l'affaire ukrainienne, déclaration du Premier ministre slovaque Robert Fico. Il y a 2 mois, nous essayons d'ouvrir le sujet d'un cessez-le-feu immédiat, des combats et du début des négociations. C'est pour cette raison que la presse aux ordres présente Robert Fico comme un extrémiste. Lorsque vous voulez sauver votre pays de la tutelle de l'OMS, lorsque vous êtes pour la paix, eh bien pour la presse aux ordres, vous êtes un extrémiste. Et quel est le profil de celui qui a tiré sur Robert Fico ? Celui qui a tiré sur le Premier ministre slovaque Robert Fico est un écrivain progressiste de 71 ans. C'est-à-dire un supporter des USA, de la LGBT, de l'Ukraine et de l'Union européenne. En France, on dirait un macroniste ou un socialiste comme Glu-Glu.
L'extrême centre bascule dans la violence quand il perd le pouvoir. Il faudra s'en souvenir, ça peut arriver ici. Je pense que désormais vous avez une petite idée qui pourrait être derrière cet attentat. Bonne nouvelle, Robert Fico, qui était annoncé hier entre la vie et la mort, va beaucoup mieux. Il a subi une lourde opération, mais d'après la BBC, il est en train de s'en remettre. Bonne nouvelle en Slovaquie et mauvaise nouvelle en France. Nouvelle-Calédonie. Derrière l'explosion en Nouvelle-Calédonie, des puissances étrangères qui soutiennent à fond les indépendantistes. Chine, les services français le savent eux-mêmes. Azerbaïdjan, allié de l'Ukraine, qui a signé un drôle d'accord en avril avec les indépendantistes. États-Unis, l'ambassadrice US a passé une semaine en octobre dernier. Le nickel est notre espace maritime en ligne de mire, dimension essentielle à comprendre dans la crise et à régler. Mais que s'est-il passé sur le nickel? Oh, les choses sont très simples. On a besoin du nickel, c'est un des composants des batteries. Mais voilà, l'Indonésie a surproduit du nickel et les cours se sont effondrés. Et notre nickel n'est plus compétitif. Dans un État souverain, la France nationaliserait les mines, nationaliserait les sociétés de nickel et on attendrait gentiment que les cours remontent, mais avec l'Union européenne, ce n'est pas possible. Quant à Emmanuel Macron, il a mis de l'huile sur le feu avec ses différents voyages. En effet, Emmanuel Macron, vous le savez, il a tendance à dire ce que l'interlocuteur attend. Avec les Français de Nouméa, il parlait d'attachement à la France, et avec les indépendantistes, il parlait d'indépendance. Le résultat, eh bien, il a fait croire aux indépendantistes que Emmanuel Macron ou les Français seraient prêts à lâcher la Nouvelle-Calédonie. Cela a évidemment suscité l'appétit des pays environnants. Et puis il ne faut pas oublier que dans la vie, c'est un peu comme dans un troupeau. Quand une bête est faible, les hyènes s'approchent. Emmanuel Macron étant très faible sur la scène internationale, certains pays se croient maintenant tout permis. Oui, comme le dit Alexis Poulain, c'est un véritable danger public. Depuis 7 ans, la France se tiers-mondise chaque jour un peu plus, narco-État, violence, délinquance, effondrement de nos services publics, et à l'étranger, c'est la débandade. Quelle est la dernière idée de Macron pour faire des économies? Réponse. Jean-Marc Sauvé, l'aide à mourir, c'est l'ultime ruse du libéralisme pour faire des économies sur l'État-providence. Mais c'est monstrueux. Le haut fonctionnaire redoute que cette chose assistée et l'euthanasie entraînent plus de décès par défaut d'accompagnement que de décès authentiquement souhaités et relève que la mort administrée va engendrer des économies non négligeables. Mais qui peut encore voter pour Emmanuel Macron? Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Fête des mères, faut-il la remplacer par la fête des gens qu'on aime? Fatigue, grosse fatigue, une mère est une mère, pas une personne lambda qu'on aime, merci beaucoup. La bêtise ambiante, la volonté de déconstruction du solide pour du liquide malléable. Fatigue, c'est encore un coup des woke. Qu'est-ce qu'ils peuvent détester les femmes, ces woke? Festival de Cannes, MeToo, théorie du complot. On nous explique qu'il y a une folle rumeur qui est née sur les réseaux sociaux. Oui, quelque chose d'extrêmement faux concernant le milieu du cinéma, une fameuse liste de 10 noms. Et la faute, bien évidemment, ce sont les réseaux sociaux. Vous reprendrez bien de ce médicament, c'est la faute des réseaux sociaux. Sauf que, eh bien, tout cela est faux, messieurs du service public. La rumeur, elle est née avant tout, non pas sur les réseaux sociaux, mais dans le Canard enchaîné. Le MeToo du ciné affole les producteurs. Après la série de révélations sur les violences sexuelles lors des tournages, ils se font un film d'horreur. Sortie reportée, projet fragilisé, acteurs à remplacer. La rumeur n'est donc pas née sur les réseaux sociaux, mais dans des journaux autorisés comme le Canard enchaîné. Ce n'était que les confessions des producteurs ou des gens qui travaillent dans le cinéma. Et la fameuse liste tournée dans les dîners autorisés. C'est pour cette raison qu'on l'a retrouvée dans des journaux comme Le Figaro. MeToo avant le Festival de Cannes, le milieu du cinéma a des sueurs froides. À l'approche de la 77e édition de la manifestation, le sujet des agressions sexuelles occupe quotidiennement l'espace médiatique. Une liste de 10 noms d'acteurs, réalisateurs et producteurs censément pris dans la tourmente circule et pourrait être divulguée avant la montée des marches.
Voilà, contrairement à ce qui est affirmé dans le reportage de la 5, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont lancé cette rumeur, non, c'est le travail des journalistes qui sont allés interroger le milieu du cinéma. On sent que ce travail de la 5 est, comment dirais-je, une action de déminage, parce que les noms commençaient à sortir, comme celui d'Alain Sard, le cinéaste de 72 ans qui a produit des films d'Andrzej Żuławski, Roman Polanski, Bertrand Tavernier, Diane Curis ou Anne Fontaine est l'objet de nouvelles accusations. Oui, 9 femmes accusent Alain Sard donc de harcèlement sexuel ou d'agression. Voilà, la presse aux ordres essaie de sauver le cinéma français. On ne peut pas d'ailleurs leur lancer la pierre dans la mesure où si vraiment on fait du grand ménage dans le milieu du cinéma français, il ne resterait plus grand-chose. Et je pense que certaines actrices qui avaient envie de se confesser ont quand même compris qu'elles risquaient de scier la branche sur laquelle elles étaient assises. Alors, quel était le meilleur moyen pour cacher tout cela ? Un petit coup de terreur féministe au Festival de Cannes. Cannes 2024, c'est reparti. Le 77e festival a débuté ce mardi 15 mai sur les chapeaux de roue avec Camille Cotin en maîtresse de cérémonie d'ouverture. Dès son entrée sur scène et avant même de présenter le jury, la comédienne a abordé d'emblée le sujet qui était sur toutes les lèvres, le MeToo du cinéma. Son discours était parfait, petit sourire en coin permanent, mépris affiché des us et coutumes, dépassé du vieux cinéma, tacle aux messieurs tout-puissants et dénonciation du patriarcat, alias le plus grand méchant de tous les temps. Tout y était. C'est très pratique d'attaquer le patriarcat, c'est une notion abstraite, il ne peut pas se défendre. Et puis cela permet évidemment d'éviter de balayer devant sa porte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour devenir actrice, il faut accepter, comment dirais-je, certaines choses. C'est ce que nous avait rappelé Yvan Attal. Yvan est un journaliste sportif dans le film Ma femme est une actrice et sa femme, Charlotte, comédienne. Quand un ami fait remarquer à Yvan que vivre avec une actrice, c'est partager la vie d'une femme que d'autres hommes embrassent, voire plus dans le cinéma contemporain, et que les spectateurs déshabillent du regard. Il se met à douter. Charlotte succombe au charme de John, son partenaire avec qui elle tourne à Londres, tandis que son mari suit des cours de théâtre à Paris où il rencontre une jeune comédienne tout à fait à son goût. Et cette angoisse d'Yvan Attal prendra tout son sens lorsqu'on sait qu'en 2014, je crois, Charlotte Gainsbourg a tourné dans un film pornographique nymphomaniaque de Lars von Trier. Et oui, ce sont ces comédiennes qui viennent nous donner des leçons de vertu et de patriarcat. L'art de se moquer du monde, parce que depuis toujours on sait que le milieu du cinéma est un milieu de débauchés, sexe, drogue et cinéma français. Mais on pourrait dire la même chose du cinéma américain. Tapis rouge, montée des marches, palme d'or. Du Festival de Cannes, le monde connaît la légende qui chaque année fait converger vers cette belle station balnéaire sans charme de la Côte d'Azur, le Gotha du 7e art. En 70 ans, le festival a imposé ses codes au cinéma mondial et s'est mué en un véritable système. Dérives financières, affaires de stupéfiants, scandales sexuels, fêtes somptuaires, secrets d'alcôve, des soirées avec des mineurs et beaucoup de poudre. Non, franchement, Camille Cotin se moque de nous. Lorsqu'on monte au cocotier, lorsqu'on fait de la morale, il faut avoir le derrière propre. Est-ce que l'on doit rappeler à cette Camille Cotin et à toutes ces actrices, toutes les débauches du 7e art, où les actrices étaient souvent les plus actives dans les orgies ? Est-ce qu'on doit leur rappeler, lorsqu'on lit les biographies justement de ces actrices, leur alcoolisme, leurs addictions, leur sexualité très débridée ? Non, c'est vraiment la faute du patriarcat ou c'est un choix de vie ? Ne pas confondre, on n'a pas le choix avec on n'a pas le courage. Je voudrais rappeler une anecdote qui m'avait frappé. J'avais regardé il y a quelques années une série sur le cours Florent et on suivait les progrès d'une classe. Et vers le printemps, le professeur affirme qu'un comédien doit être une prostituée, il doit s'habituer à vendre son corps en quelque sorte. Et une des plus douées de la classe prend conscience de cela et elle décide bien évidemment de quitter le cours Florent. Il faut donc arrêter de se moquer des téléspectateurs, la 5. Si la liste n'est pas sortie, s'il n'y a pas de grand ménage dans le cinéma,
C'est simple, c'est que tout sauterait si les Français apprenaient réellement l'envers du décor. Quant à Camille Cotin, lorsqu'elle vise le patriarcat, bouc émissaire commode parce qu'il ne peut pas répondre. Mais tout le monde craint les révélations. Cannes 2024, la Croisette attend la nouvelle vague MeToo. La 77e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce soir dans un contexte électrique. Alors que des révélations sur des violences sexistes et sexuelles dans le cinéma français se succèdent depuis plusieurs mois. La 5 nous parle de rumeurs, mais tout le monde essaie de se protéger. Cette nouvelle affaire survient alors que la rumeur de l'existence d'une liste d'acteurs, de réalisateurs et de producteurs français accusés d'agression sexuelle circule depuis plusieurs semaines dans le microcosme du cinéma. Le 5 mai, Le Figaro s'en était fait l'écho, annonçant dans ses colonnes que leur nom était susceptible d'être lâché en pâture avant la montée des marches. Si des doutes subsistent encore quant à l'existence réelle de cette fameuse liste, la chose est néanmoins prise très au sérieux. Selon la Tribune, la présidente du festival se serait attachée les services de l'agence de communication Image 7, dirigée par la puissante Anne Méot, afin de parer aux éventuelles révélations scandaleuses qui impliqueraient des membres du jury ou des personnalités en compétition. On n'est jamais trop prudent. Voilà, quelques enseignements sur cette histoire. La presse nous prend évidemment pour des imbéciles en nous faisant croire que tout va très bien circuler, il n'y a rien à voir, alors que tout le monde frémit et que tout le monde sait ce qui se passe dans le milieu du cinéma. Quant aux actrices qui nous la jouent MeToo, elles couvrent donc toute une série de pervers. Et lorsqu'on choisit le milieu du cinéma, eh bien, on a un petit peu le derrière entre deux chaises. On a un pied dans la débauche et de l'autre côté, on doit faire croire qu'on est un prix de vertu. Un monde factice, c'est le monde évidemment du cinéma. Allez, c'est le moment d'ouvrir la page Fantasy. Marianne, exécute Séjourné. Stéphane Séjourné, le Premier ministre des Affaires étrangères, étranger à son boulot. Jamais un ministre des Affaires étrangères n'a paru aussi étranger à son domaine de fonction. Stéphane Séjourné paraît toujours en classe préparatoire. C'est le drame des courtisans. Habitués à servir, ils finissent par ne servir à rien. Jeux Olympiques, QR code, nous avons enfin les visages des premiers Parisiens qui ont obtenu leur QR code. Les premiers QR codes ont été délivrés. Voici une vidéo des Parisiens qui ont le droit de circuler dans la zone. Toujours Jeux Olympiques, que la fête commence. Hude de la Putassière. Attention, c'est un site parodique à prendre au second degré, donc c'est une détournée. C'est vraiment agréable et réconfortant d'acheter un magazine indépendant qui propose autre chose que des unes anxiogènes. Merci l'Express. Excellent. Vidéo du Huffington Post. Qu'est-ce que vous constatez ? Eh bien que Benjamin Griveaux est bien plus grand qu'Emmanuel Macron. Nous sommes à l'Elysée, ils vont signer des accords d'EDF. Et là, sur la photo qui est donnée à la presse, Benjamin Griveaux, paraît bien petit. Le président de la République est très grand. Que s'est-il donc passé ? Eh bien, ils ont mis Benjamin Griveaux sur un siège bas pour éviter qu'il dépasse le président de la République. Cela ne vous rappelle rien, mais si ! La scène du dictateur où Chaplin monte son siège pour être plus grand sur l'autre dictateur qui nous rappelle furieusement Mussolini. Macron quand même, c'est un drôle de coco. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.